Le but de cette présentation, c'est vraiment de vous donner une vue d'ensemble de ce que c'est la finance climat et la finance carbone, et aussi de vous donner une idée, en tout cas des pistes de réflexion, comment s'y prendre si vous avez des projets, vous voulez accéder à ce type de financement. Avant de commencer avec la discussion en détail des différents flux de financement, je veux commencer la présentation par une question plus large. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de finance carbone et de finance climat? Pourquoi est-ce il nous faut ça? Pourquoi est-ce que ça, c'est vraiment une priorité politique? Et bien sûr, ça nous ramène à la problématique du changement climatique que vous connaissez très bien. Donc, comme vous le savez, comme on le sent aussi de plus en plus, les changements climatiques sont bien réels et les causes sont aussi très claires. C'est vraiment cette augmentation de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui entraîne une hausse de la température et des répercussions au niveau météorologique. Donc, bien sûr, on parle le point de départ, c'est ce problème, mais il y a aussi d'autres aspects, je dirais, qui sont importants et qui influencent toute cette discussion autour de la finance climat. Sur cette image, je vous montre en fait les émissions historiques regroupées selon différentes régions. Pourquoi est-ce important? C'est important parce qu'on voit que même si le changement climatique, c'est vraiment un problème global qui est vraiment, qui s'adresse à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a contribué à la même hauteur à créer ce problème. Donc, on voit avec cette image que surtout l'Amérique du Nord et l'Europe ont contribué presque les 2 tiers des émissions historiques, donc les 2 tiers du problème, si vous voulez, provient de ces deux régions-là. Et vous voyez en bas l'Afrique en bleu, qui a vraiment une contribution beaucoup plus petite des émissions historiques, et la Tunisie, je ne sais même pas si on peut l'apercevoir. Ah ouais, on peut l'apercevoir, un tout petit carré. Donc, important à retenir, c'est que même si c'est un problème global qui s'adresse à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui a, d'une certaine manière, la même responsabilité pour ce problème. Et le dernier point important, c'est que les conséquences des changements climatiques ne seront pas ressenties de manière égale par tout le monde non plus. Donc ici, bien sûr, c'est des projections, c'est une étude, mais elle conclut très clairement que en gros, les régions, comme on a vu, qui ont la plus grande responsabilité pour le problème seront aussi les régions qui seront le moins impactées par les changements climatiques ou les retombées négatives des changements climatiques qui sont attendus. Tandis que l'Afrique, comme on a vu, qui a vraiment une part assez petite des émissions historiques, sera affectée de manière très, 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 très forte. Donc, je crois que ces constats informent beaucoup toutes les discussions autour de finance climat, finance carbone. Et c'est en fait, de cette base-là est venue cette revendication des pays en développement de dire non, il nous faut un soutien financier pour qu'on puisse affronter un problème pour lequel on a, en fin de compte, peu de responsabilité, que ce n'était pas nous qui l'ont créé. Voilà. Donc ça, c'est comme point de départ. Maintenant, quand on parle de finance climat ou finance carbone, ce qui est aussi très important de savoir, c'est qu'il n'y a pas une définition précise qui est partagée universellement et qui nous permet de très bien cibler le sujet. Non, en fait, il y a différents types de définitions et en fin de compte, c'est un sujet très vaste. Et ici, vous voyez un graphe qui vous montre une vision très, très élargie de ce qui est la finance carbone et la finance climat. Donc, ici, vous voyez tous les flux financiers qui ont un impact sur les émissions. Donc, tout financement qui mène à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à une adaptation aux effets ressentis. Donc,
moi, je le trouve très intéressant, ce graphe, mais il est aussi, il contient énormément d'informations. Je veux juste attirer votre attention sur quelques points. Donc, si on commence à gauche avec les sources, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a tout type de sources financières. Donc, la finance climat ou la finance carbone, ce n'est pas que de la finance publique. Il y en a aussi, vous voyez tout en haut, ce qui est vert, ça, c'est des financements qui proviennent directement des États. Mais il y a également la finance privée, ce qui est orange en bas, et plus des flux financiers par des intermédiaires, des banques, par exemple. Donc, il y a tout type de sources de capital. Après, au niveau des instruments, c'est la deuxième colonne. Là aussi, il y a de tout. On voit, il y a des prêts, il y a des dons, il y a des prêts concessionnels, il y a de l'investissement dans des projets, il y a aussi ce qu'on appelle la finance basée sur les résultats, results-based finance. Donc, il y a vraiment tout type de financement qui peut être labellisé comme étant la finance climat ou la finance carbone. Au niveau des impacts recherchés par cette finance, il y a principalement, comme on vient de voir, l'impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Donc ça, c'est vraiment ces deux, je dirais, ça c'est presque ce qui définit ce qu'on voit comme finance climat ou finance carbone. Et puis, tout à droite, vous voyez les différents secteurs. Là aussi, le message, c'est que tous les secteurs peuvent bénéficier, ou quasiment tous les secteurs peuvent bénéficier de ce type de financement. Bien sûr, les énergies, comme vous voyez en bas, ça c'est un secteur clé, mais également les transports, l'industrie, traitement de déchets, ainsi de suite. Donc là, de nouveau, les secteurs ciblés ne sont pas restreints, mais sont plutôt ouverts. OK. Donc, après ce constat qu'il y a vraiment un vaste éventail de flux financiers, on n'aura pas le temps de tout traiter dans cette présentation dans tous les cas. Donc, cette présentation va vraiment se concentrer sur deux types de financement. Donc, le premier, ce que j'ai appelé finance climat, c'est ce qu'on entend souvent dans les discussions politiques, quand les gens parlent de finance climat, ils font référence à cet engagement que les pays développés ont pris de lever 100 milliards de dollars par an qui sera destiné aux pays en développement justement pour réduire les impacts des changements climatiques et aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est ce qui est communément appelé la finance climat ou une source de finance climat très importante dans tous les cas. Et deuxièmement, deuxième partie de la présentation, je vais vous parler de la finance carbone. Et dans cette partie de la présentation, je ferai une distinction entre ce qu'on peut appeler la finance carbone officielle et la finance carbone volontaire. OK. Mais commençons maintenant. Encore une slide avant de se plonger dans les deux sources de financement. Je veux très vite replacer ces différentes sources de finance climat dans un contexte historique que vous connaissez bien. Donc, comme vous le savez tous, le protocole de Kyoto a été signé en 1997. C'est le premier traité qui a vraiment visé à régler ou à combattre le problème du changement climatique au niveau global. Parmi tout le dispositif de ce traité, il y a un mécanisme qui a été créé qui s'appelle le mécanisme pour un développement propre, qui vous est probablement connu, ou c'est un mécanisme qui a quand même qui était bien connu ou qui est encore bien connu dans beaucoup de pays, surtout en développement. Et c'est ce mécanisme qui va bientôt prendre fin, vu que le protocole de Kyoto va bientôt être succédé par un autre protocole. Mais c'est ce mécanisme qui qui a donné l'inspiration à ce qu'on appelle maintenant la compensation volontaire, de laquelle on va parler plus tard. Puis, les négociations pour un traité successeur au protocole de Kyoto ont commencé déjà il y a très longtemps.
Ces négociations étaient très, très difficiles, sans doute vous vous en souvenez, mais un pas très important a été franchi avec ce qu'on appelle l'accord de Cancún. Cancún, c'était le lieu où les négociations se sont déroulées. Et c'est justement dans cet accord que les pays développés se sont engagés pour la première fois à lever ces 100 milliards de dollars par an. Donc, ça remonte à ce moment-là, cette somme dont on entend toujours parler. Donc, ça remonte déjà à 10 ans, cet engagement. Et puis, 5 ans plus tard, il y a eu ce petit miracle d'accord de Paris qui a été négocié en 2015. Et cet accord de Paris, dont on va aussi parler un peu plus en détail plus tard, intègre de nouveau ce qu'on appelle des mécanismes de flexibilité. Donc, comme le MDP l'a été pour le protocole de Kyoto, l'accord de Paris prévoit également des mécanismes pour la finance carbone. Mais ces dispositifs sont quand même assez différents de ce qu'on connaît du protocole de Kyoto. Et je vais justement vous parler un peu plus en détail des différences de ce nouveau mécanisme. OK. Maintenant, revenons sur la finance climat, les 100 milliards par an. Donc, j'ai déjà touché à plusieurs points, plusieurs de ces caractéristiques. Donc, c'est vraiment le financement levé par les pays développés, destiné aux pays en voie de développement. Un point très important qui est des fois oublié, c'est que la vocation des financements, comme on a vu, la plupart du financement vise toujours l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est très clairement défini que l'adaptation au changement climatique fait également partie ou doit être considéré dans l'utilisation de ces 100 milliards par an. Et le dernier point ici est aussi très, très important, ce qui est aussi souvent discuté de manière très controversée, c'est vraiment le fait que ces 100 milliards doivent être additionnels, donc supplémentaires à toute aide de développement qui est déjà en cours. Donc, ça, c'est bien sûr surtout une revendication des pays en développement qui disent que pour les pays développés, il ne suffit pas juste de relabiliser leur financement d'aide au développement et de dire maintenant, on appelait ça aide au développement, maintenant on l'appelle finance climat et voilà, sujet bouclé. Non, l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà des flux historiques et de mobiliser 100 milliards en plus. Comme vous pouvez vous imaginer, aller au-delà, dans la pratique, c'est difficile à cerner exactement ce que ça veut dire. Néanmoins, bien sûr, il y a des gens qui essaient de faire ça. Il y a surtout l'OCDE qui fait un rapport annuel sur l'état de ce financement, où est-ce qu'on se trouve, est-ce qu'on est vraiment sur la bonne route pour atteindre ce but de 100 milliards par an. Ils ont fait une projection et cette projection part du principe que les fonds publics devra atteindre à peu près les 2/3 du but, donc 67 milliards d'ici 2020. Parce que cet objectif, ces 100 milliards, c'est toujours à partir de 2020, donc de cette année. Ces fonds publics, on peut les répartir dans deux sources ou deux types de fonds. Si vous voulez, il y a les fonds multilatéraux, donc c'est des financements qui passent à travers les organisations internationales multilatérales telles que vous les connaissez, comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale ou le Global Environmental Facility. Donc tout ça, c'est des fonds multilatéraux. Et puis après, il y a aussi des fonds bilatéraux, bien sûr, qui sont dépensés directement par les pays, souvent par leurs agences de développement comme la GIZ, l'AFD, la DDC en Suisse, mais également des contributions des pays à ce qu'on appelle le Fonds vert, the Green Climate Fund, qui était également créé au sein de cette discussion sur les 100 milliards par an. Quand cet engagement a été pris, on a également créé ce Green Climate Fund qui devrait débourser une partie de ces 100 milliards. Donc, les pays ne sont jamais engagés à ce que tous les 100 milliards passent par le Green Climate Fund, mais c'est sûr que c'est un des fonds les plus importants à travers lesquels
les pays développés visent à atteindre leur objectif. Dernier point ici qui est important, c'est qu'il n'y a pas que les fonds publics qui comptent envers le but des 100 milliards. Il y a également des fonds privés, mais pas n'importe quel type de fonds privés, mais c'est des fonds privés qui étaient levés ou qui ont été juste investis grâce à un soutien public. Donc là, de nouveau, ça devient assez flou. Mais l'idée, c'est que si un État, par exemple, finance ou est prêt de prendre un risque qu'un investisseur privé n'aurait pas été prêt à prendre, par exemple, investir dans un parc éolien, dans un pays en voie de développement, et la contrepartie avec qui il signe le contrat est peut-être pas assez solvable. Si après, disons, un pays développé garantit ce risque, il pourrait se faire comptabiliser l'investissement privé aussi comme étant de la finance climat et le comptabiliser envers ces 100 milliards de dollars. Donc ça c'est ce carré orange au eau. Là, comme j'ai dit, c'est flou, c'est contesté, quelles sont les sommes, et c'est très, très difficile à... OK. Comme j'ai dit, le fonds vert, c'est un des véhicules les plus importants pour débourser ces 100 milliards. Et je veux juste aller un peu en plus de détails de son fonctionnement, parce que je crois que ça pourrait aussi être un fonds très important pour vous. Donc, comment ça marche? Le Climate Fund marche il y a une représentation nationale pour chaque pays qui espère bénéficier de ces fonds. Et on appelle ça l'autorité nationale désignée. Et pour la Tunisie, c'est le ministère des Affaires locales et de l'Environnement. Donc, c'est ce ministère qui définit quelles sont les priorités locales, quels sont les critères, quel type d'investissement sont visés par la Tunisie. Quelles sont les priorités stratégiques auxquelles le financement du fonds devrait répondre. Donc, si vous êtes intéressé de pouvoir bénéficier d'un financement du fonds vert, c'est sûr que c'est important d'entamer une discussion avec cette autorité nationale désignée, de comprendre quelles sont les priorités nationales qui étaient définies pour ce type d'investissement. Puis, quand il s'agit de la mise en œuvre d'un programme, ça ne passe pas par cette autorité nationale désignée, mais il y a des entités qui sont accréditées à cette fin. Et donc, en Tunisie, il y a 2 entités qui pourront réaliser, mettre en œuvre des projets financés par le Fonds vert. C'est les caisses de dépôt et consignation et l'APIA. Les 2 entités sont encore en cours d'accréditation, donc ils ne sont pas reconnus officiellement, mais je crois que c'est plutôt une formalité, une question de temps avant que ce processus soit terminé. C'est aussi important de savoir qu'il ne faut pas forcément passer par des entités nationales. Il y a des entités régionales telles que l'Observatoire du Sahel et du Sahara, qui, si je ne me trompe pas, est basé en Tunis. Et puis aussi des entités internationales telles que GIZ, Banque mondiale et le PNUD. Donc, il faut forcément passer par une de ces entités accréditées qui seront chargés à après réaliser un projet qui est financé par le Green Climate Fund. Au niveau du type de projets qui sont visés par le fonds, c'est sûr qu'en général, on parle de montants très importants. Des fois, ça peut monter à des centaines de millions pour un projet, mais il y a également ce qui est appelé des micro-projets où les dons s'élève peut-être à peu près 8 millions, 10 millions de dollars. Donc, c'est des volumes qui sont peut-être plus adaptés aussi aux besoins des communes. Mais là, de nouveau, il faudrait parler avec l'AND pour savoir quelle est sa stratégie, quelles sont les priorités qui sont visées par la Tunisie, si vous espérez bénéficier de ce type de financement. Voilà. Donc, ça, c'était ce que j'avais dit par rapport à la finance climat, les 100 milliards par an. Passons maintenant à la finance carbone. Et là, je commence avec ce que j'appelle la finance carbone officielle. Donc, comme vous le savez tous, l'accord de Paris va entrer en vigueur là dans quelques jours.
Maintenant, l'accord de Paris est assez différent, ou même très différent du protocole de Kyoto. Moi, je dirais qu'il y a vraiment deux différences fondamentales qui sont importantes pour l'accord de Paris, donc, ou pour ce qui est la finance carbone. C'est vraiment que les pays, les objectifs sont plus définis au niveau du traité, mais c'est les pays eux-mêmes qui définissent leurs propres objectifs de réduction. Et encore plus important, c'est que chaque pays qui est membre de l'accord de Paris est censé prendre des objectifs d'atténuation ou de réduction de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire que chaque pays doit réduire de manière absolue ses émissions, mais doit s'engager à limiter au moins la croissance de ses émissions. Donc ça, c'est vraiment une différence très, très importante par rapport au protocole de Kyoto, qui envisageait qu'une partie seulement des pays, les pays développés, comme on a vu, qui sont responsables en grande partie pour ce problème de changement climatique, c'est eux qui s'engagent et les autres n'ont pas à s'engager. Maintenant, on est passé à une étape suivante où on dit le problème est tellement grave que tout le monde doit faire des efforts, mais c'est à chacun de définir quel type d'effort il est prêt et il peut vraiment fournir. Et les pays font ça à travers ce qu'on appelle les contributions prévues déterminées au niveau national. Pour la Tunisie, je vous ai marqué quelques chiffres importants. Donc, la Tunisie s'est engagée, par exemple, à réduire de plus que 200 millions de tonnes ses émissions jusqu'en 2030, lever 18 milliards de dollars et de réaliser les 75% de ces réductions d'émissions dans le secteur d'énergie. Donc, ça, c'est les objectifs tels que la Tunisie les a définis. Maintenant, aussi, comme j'ai déjà mentionné, l'accord de Paris prévoit un mécanisme de flexibilité qui est l'article 6 de l'accord de Paris. Et ce mécanisme de flexibilité, il prévoit, de manière similaire, comme ça a été dans le protocole de Kyoto, la possibilité pour un pays, dans cet exemple c'est la Suisse, d'investir ou de fournir du financement à un autre pays, par exemple la Tunisie, et de recevoir en contrepartie des réductions d'émissions. Maintenant, la très, très grande différence par rapport au protocole de Kyoto, c'est le fait que la Tunisie maintenant a également des objectifs de réduction. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est essentiel à ce que cette compensation sous l'article 6 de l'accord de Paris soit intégrée dans une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques. La Tunisie doit définir donc, comment est-ce qu'elle veut réaliser ses propres objectifs, dans quel secteur est-ce qu'elle veut investir, elle veut attirer de l'investissement extérieur qui vise quel secteur, et comment est-ce qu'elle sera capable de réaliser ses objectifs et dans quel secteur est-ce qu'elle pourrait plutôt aussi transférer des réductions d'émissions à l'étranger qui vont à l'encontre de la réalisation de son objectif. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette stratégie nationale pour que la compensation ou cet article 6 ne nuit pas à la capacité de la Tunisie d'atteindre son objectif. C'est pour ça que ça devient maintenant les enjeux deviennent beaucoup plus importants par rapport à ce qu'on connaît de MDP. Il y a ce qui a été appelé par certains, il y a un coup d'opportunité pour la Tunisie maintenant de s'engager dans cet article 6 parce qu'elle doit transférer des réductions d'émissions à l'étranger si elle veut recevoir des fonds sous cet article, ce qui va faire augmenter son propre bilan et ce qui pourra mettre en péril sa capacité d'atteindre ses propres objectifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut cette stratégie nationale, cette vue d'ensemble avant de s'engager dans ce type de transaction. Voilà, donc ça c'est cette compensation, cette finance carbone officielle. Comme j'ai dit, en parallèle, il y a un marché volontaire et ce marché volontaire ressemble beaucoup au mécanisme de NDP. La plus grande différence, la différence essentielle, c'est que sous ce type d'investissement, il n'y a pas un transfert officiel de réduction d'émissions de la Tunisie à l'extérieur. Donc, la Tunisie, au niveau national, n'est pas, si vous voulez, pénalisée. Et donc, il n'y a pas d'implication du gouvernement central, il n'y a pas d'intégration dans une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques qui est nécessaire.
Donc, comment ça marche dans la pratique? On commence toujours avec des projets potentiels. Donc, vous, au niveau des communes, je vous ai entendu parler de l'éclairage public ou de projets d'énergie renouvelable. Donc, tout ce type de projets qui réduisent les gaz à effet de serre, ça, c'est le point de départ. Une idée de projet. Puis, il y a ce que j'ai appelé des intermédiaires, c'est des sociétés privées en général qui sont spécialisées à servir ce marché. Qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent plusieurs services. Donc, normalement, ce qu'ils vous proposent, c'est de signer un contrat d'achat de certificats carbone volontaires. Donc, vous vous engagez à vendre vos réductions d'émissions à un prix défini à un des intermédiaires. En contrepartie, cet intermédiaire va vous aider ou va faire ça tout seul, assurer à ce que votre projet soit certifié par un standard qui vous permet après de vraiment recevoir ces crédits carbone. Parce que vous ne pouvez pas les réclamer comme ça. Il faut que ça soit reconnu au niveau d'un standard. Il y a principalement 2 standards maintenant, le Gold Standard et le VCS, le Verified Carbon Standard. Donc voilà, il y a une certification du projet pour que ça soit reconnu comme un projet de compensation. Et puis après, le troisième acteur, bien sûr, c'est les acheteurs. Pour ce qui est de la compensation volontaire, il y a tout type d'acheteurs, mais souvent, de plus en plus, ce sont des entreprises et des entreprises qui sont engagées envers des objectifs de réduction d'émissions eux-mêmes ou des objectifs de durabilité. Donc là, je vous ai mis quelques labels qui regroupent des entreprises. Il y a ce qu'on appelle les Science-Based Targets, Carbon Disclosure Project ou Sustainable Brands. Donc, c'est justement des entreprises qui ont pris des objectifs, qui sont engagés, qui après achètent des crédits carbone des intermédiaires pour atteindre leurs objectifs. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça le mécanisme. Vous voyez, il n'y a pas de coût d'opportunité, si vous voulez, pour vous. Il n'y a pas de stratégie climat nationale qui entre en compte. C'est vraiment une transaction privée, si vous voulez. Ici, juste une liste d'acheteurs privés. Ce n'est pas important qui c'est juste pour vous montrer, c'est vraiment des sociétés privées, normalement bien connues, de grandes sociétés qui ont maintenant, qui se sont définies des objectifs de réduction d'émissions et qui les motivent après à acheter des fois des montants très importants de ce type de crédit carbone. Ici, vous voyez un sommaire, je dirais, de l'état actuel du marché. Donc, vous voyez les différents types de projets. Je crois pour vous, particulièrement pertinent, c'est les énergies renouvelables, donc la première catégorie, et puis peut-être aussi le traitement des déchets et les transports. Ce que vous voyez après dans ce tableau, c'est combien de certificats carbone ont été vendus en millions de tonnes, à quel prix et quelle est la valeur. Donc, la valeur, c'est juste on multiplie les 2 chiffres pour arriver à la valeur. Donc, à retenir ici, c'est que c'est un marché qui est quand même conséquent. Donc, on parle de millions de tonnes. Donc, il y a une demande, mais en même temps, il faut aussi voir que les prix ne sont pas super élevés. Là, c'est sûr que si vous vous lancerez dans ce type de projet, moi, je dirais que les prix que vous verrez seront supérieurs à ce qui se voit ici, parce que ça, ce sont des prix moyennes du marché, tels qui étaient définis dans une enquête. Il n'y a pas de bourse, donc ça, c'est vraiment basé sur une enquête. Mais vos projets qui seront probablement plus petits que le projet moyen, mais aussi plus durables, pour ainsi dire, vont probablement, vous allez toucher un prix qui est supérieur. Mais je crois une fourchette de prix entre 5 et 10 dollars est probablement réaliste. Aller au-delà de 10 dollars, ça me paraît difficile par tonne de CO2 réduit. Donc, je tiendrai ça en tête, juste si vous faites une évaluation préliminaire pour savoir est-ce que ça vaut la peine ou non pour nous. Je calculais avec 5 entre 5 et 10 dollars pour vous donner une ordre de grandeur du type de financement duquel vous pourrez bénéficier si vous vous engagez dans une telle transaction.
Et je conclus la présentation par une vue d'ensemble de types de projets qui pourraient bénéficier de ce mécanisme. Donc, bien sûr, il y a des projets d'énergie renouvelable, projets PV, les éoliens, les chauffe-eau solaires. Après aussi, tout ce qui est efficacité énergétique au niveau des bâtiments, par exemple. Les projets de reboisement sont des projets typiques de compensation volontaire. Donc, je ne sais pas si ça entre dans votre compétence, mais ça, c'est sûr, ça, c'est toujours aussi très prisé sur le marché. Et puis, toute la thématique de gestion de déchets et de l'efficacité industrielle entre également en compte.